Bienvenue au nouveau balado Ça brasse, propulsé par le phare. On est au quartier Belle-Gueule. On est avec l'équipe de CISM qui capte le son. On est devant les cuves. Il y a un brasseur qui va apparaître de temps en temps. Et j'ai avec moi deux invités extraordinaires, Sarah Laurando et Emmanuel Hébert. Bonjour, on s'ouvre une petite bière. Oui. Santé. Merci d'avoir accepté Merci. l'invitation. Cheers. Santé, voilà. Cheers, santé. Et on est là pour parler quand même de choses sérieuses, ceci dit, parce qu'il y a une crise en culture. Nous, on a voulu brasser le sujet avec la thématique de l'épisode, de notre nouveau balado. Et ça brasse en culture dans plusieurs domaines. La culture en général. L'état des lieux en ce moment, c'est, je dirais, catastrophique. C'est mon opinion personnelle. Les derniers mois, il y a eu beaucoup de gens qui se sont mis à crier. Vous pouvez nous en parler un peu? Qu'est-ce qui s'est passé là, pour les gens qui ne sont pas du tout au courant? Bien sûr. En fait, ce qui s'est passé, là, c'est que le 12 mars dernier, il y a eu... On apprécie la note. Moi, j'aurai des moments où je vais regarder mes notes. C'est parfait. Mais donc, c'est le gouvernement du Québec qui a, la CAQ, donc, a voté les budgets provinciaux. Puis ce qui a été accordé à la culture était catastrophique, en fait. Et là, je ne serai pas la personne qui va vous détailler tous les chiffres et pourcentages pour comprendre pourquoi c'était catastrophique, mais ça l'était. Donc, les personnes dans chacune des disciplines, les artistes, les associations, les responsables des lieux de diffusion, moi, je viens du milieu du théâtre, mais qui était surtout atteint, le milieu des arts vivants était surtout atteint. Alors, il y a eu une manifestation initiée par Hugo Fréjabise et d'autres personnes auxquelles je suis allée. Puis là, tout à coup, je me suis mis à comprendre un peu plus qu'est-ce qui se passait. Puis là, on s'est retrouvés, je sais même plus comment, ça s'est juste fait naturellement, quelques artistes à vouloir aller de l'avant en faisant une autre manifestation, un mouvement, puis en lisant les articles tout à coup pour vraiment comprendre ce qui se passait. Puis rapidement, on est passé de art vivant aux arts en général, parce qu'on se rendait compte que c'était le Conseil des arts et des lettres du Québec, le CAL, que son enveloppe était atteinte, puis que ça influençait, ça impactait toutes les disciplines, plusieurs disciplines, tout l'écosystème. Donc là, on a mis sur pied la GMAQ. Donc, on voit mon chandail, le M, je ne suis rien, on ne comprend pas c'est quoi le M, mais avec mes collègues de la GMAQ, ensemble, on va plus loin. Alors, c'est ça qu'on a fait. On a créé une mobilisation d'artistes puis on s'est mis à parler avec des responsables d'associations, puis de faire les ponts avec autant nous, artistes, que responsables pour se rendre à « le gouvernement, ce n'est pas assez ». C'est très simplifié, comme je le dis en ce moment, mais c'est un peu ça qui s'est passé. Oui, puis en fait, je vous ai pas présenté, mais à culpa. Fait que en fait, non, mais tout va bien. Je vais vous présenter maintenant. Tu as présenté tes actions avant, c'est super. Fait que pourquoi je t'ai invité, en fait, c'est vu cette mobilisation-là. Mais aussi parce que tu es comédienne, parce que tu es DJ flip phone, parce que tu es une créatrice engagée. Et donc, tu as initié avec d'autres collègues ce mouvement-là de la GMAQ, la grande mobilisation des artistes du Québec. Voilà. Exact. Et Emmanuel Hébert, qui va certainement rebondir sur tout ce que tu viens de présenter. Mais Emmanuel Hébert, tu es à la Direction générale de Culture Montréal. Culture Montréal qui prend parole un peu entre les organismes culturels et la sphère politique. Tu es coprésidente du réseau des conseils régionaux de la culture. Tu es membre du CA de Concertation Montréal. Tu as été conseillère en planification, industrie culturelle et créative à la Ville de Montréal pendant 8 ans. Tu es aussi cofondatrice de MU, qui œuvre dans la réalisation de murales ancrées dans les communautés. Et tu as aussi été formatrice, animatrice aux écoles Femmes et démocratie au Québec et à l'école Femmes et démocratie au Rwanda. Et là, tu es avec nous aujourd'hui pour parler de la culture et de ce qui se passe. Fait que donc, la grande manifestation, les grandes manifestations, il y a eu ça qui s'est passé comme action. Il y a aussi le Front commun qui est né. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est? Nous, comme si j'étais plusieurs personnes, mais je parle de notre auditoire là, quand je parle au « nous ».
Vas-y. Bien, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, là, le GMAQ, c'est beaucoup excuse-moi. La grande. Oui, la grande. Il y en a eu deux. Les grandes. Mais c'est la grande mobilisation des artistes du Québec qui ont fait des manifestations. Je comprends. Donc, la GMAQ. Exact. C'est mobilisé beaucoup après le budget du gouvernement du Québec là, de mars dernier. Mais les associations, en fait, anticipaient quand même des baisses dans le milieu culturel en termes de financement depuis quand même plusieurs mois. On voyait ça venir. Là, je pense aux associations de disciplines artistiques. Les conseils régionaux aussi, on le voyait venir. Il faut savoir que Culture Montréal existe, mais il y a Culture Gaspésie, Culture Mauricie, là, partout à travers le Québec. Et il y avait déjà un travail qui avait été fait de sensibilisation des gouvernements sur les enjeux qu'on voyait poindre. D'une part, parce qu'il y a quand même une crise des finances publiques, une crise que vit le milieu culturel, le milieu de la santé la vie, le milieu de l'éducation la vie, les transports en commun la vivent. Donc, on anticipait que souvent, c'est la culture qui va être coupée parce que le gouvernement va décider d'investir plus dans ses autres missions. Et aussi, bien, on voyait la fin des soutiens pandémiques également. Donc, pendant la période de la pandémie, puis quelques années plus tard, bien, les gouvernements ont investi plus de sous en culture qu'auparavant. Et donc, ils avaient déjà annoncé que plusieurs de ces mesures-là allaient s'éteindre. Donc, on anticipait ça. Et toujours à la suite du budget, bien là, il y a comme eu un regroupement aussi des associations qui sont soutenues par le Calque et qui ont décidé de travailler ensemble, non pas pour dire un secteur est moins bien nanti qu'un autre, mais vraiment pour avoir une voix commune, puis dire il faut donner plus d'argent au Calque. Il y avait différents enjeux. Il y avait un enjeu immédiat qui est ce qu'on appelle le soutien quadriennal. Donc, le Calque soutient pendant 4 ans certaines organisations et ça réouvrait cette année. Donc, les nouvelles, en fait, les réponses devraient arriver aujourd'hui, au moment où on se parle. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, jour de tournage, il y a déjà 2 organismes festivals que je connais très bien et qui ont été refusés. Donc, il y avait ces enjeux-là du quadriennal où il manquait un 15 millions par rapport même à l'année dernière et où c'était la première fois que ce programme-là réouvrait depuis 2017 parce que pendant la pandémie, en 2021, les sommes ont été reconduites automatiquement. Donc, il y avait un enjeu important parce qu'il y a plus d'organisations qui voulaient y avoir accès et ça faisait finalement 2 cycles que ça n'avait pas été ouvert. Donc, et il manquait un 15 millions pour arriver au même montant que l'année dernière. Donc ça, c'est un enjeu comme immédiat. Puis de l'année prochaine, puis je te passe la parole après, il y a aussi une mobilisation plus largement parce que l'année prochaine, c'est aussi, on redote un autre fonds qui est pour les projets spécifiques, donc ceux qui ne sont pas suivis. Donc, c'est ça qui a fait en sorte que les associations ont décidé de se regrouper. Nous, Culture Montréal, on est là comme un allié autour de cette table-là et de dire, bien, OK, comment on prend la parole ensemble pour demander plus d'argent. Je veux juste repréciser un peu parce qu'en ce moment, les gens qui nous écoutent sont peut-être complètement en dehors du milieu culturel. Le Calque, c'est le Conseil des arts et des lettres du Québec, qui est un bailleur de fonds qui est financé par le ministère de la Culture et des Communications. Il existe aussi un bailleur de fonds pour d'autres secteurs artistiques, plus en cinéma, par exemple. Les entreprises. Les entreprises. Oui, parce que la forme juridique du Calque, c'est les OBNL, bien, entre autres, versus la SODEC, qui est l'autre bailleur de fonds, soutient les entreprises, mais soutient aussi des OBNL dans certains programmes. Fait que ça, c'est... Bref, il y a 2 bailleurs de fonds principaux pour la culture qui sont financés par le provincial, le ministère de la Culture et des Communications. Et ce qui rallie le Front commun, c'est les organismes soutenus au Calque. Exactement. C'est ça? Parce que c'est un secteur qui est différent que la SODEC, qui est plus les arts vivants. Si on résume, là... c'est la littérature. C'est un petit peu plus complexe que ça, là. Je pense que mettons qu'on fait une vulgarisation. Je dirais que la SODEC, on est dans l'audiovisuel, les productions télé, la musique, mais le volet de production, non pas le volet de création. On est aussi dans tout ce qui est divertissement, humour, comédie musicale, spectacle de musique. Là, on est plus... là. Il y a aussi des arts vivants à la SODEC, mais... Il y a la chanson est au Calque, mais la musique plus populaire, si je ne me trompe pas, est à la SODEC. C'est ça? Oui, mais c'est aussi les différentes étapes. Le Calque va soutenir beaucoup la création, recherche et création, puis la SODEC va soutenir après les tournées, les salles de spectacle et tout. C'est quelque chose de comprendre, cet écosystème-là, quand même. C'est un défi, puis c'est un défi quand on a un projet culturel de se retrouver aussi dans cet écosystème-là, parce que là, on parle du Québec, mais il y a aussi le Conseil des arts du Canada, qui existe et qui, lui aussi, là, a eu un taux de demande énorme par rapport aux ressources qu'ils ont eues. Leur budget a quand même doublé, là, quand le
le Parti libéral est arrivé. Malgré tout, il y avait le taux de réponse positive a été de 16 % au CAQ. Donc, c'est aussi une forme de tempête parfaite, si vous permettez l'expression, pas dans le sens où le résultat est parfait, mais des éléments complexes qui ont été tous là en même temps. Et il faut dire aussi que les défis qu'on voit, c'est-à-dire la hausse des coûts de production liés à l'inflation, une majoration des salaires qui était nécessaire par ailleurs, parce que les conditions dans le milieu culturel sont très difficiles. Donc, il y a eu une hausse pendant la pandémie pour garder les ressources humaines. Donc, tout ça, bien, c'est des éléments qui étaient là aussi avant la pandémie. T'sais, on le voyait poindre, là. Le fait aussi qu'il faut se faire découvrir sur les plateformes, il y a toutes sortes d'enjeux et qui ont été amplifiés pendant la pandémie. Puis là, avec l'argent qui est rentré pendant la pandémie, bien, c'est un petit peu soutenu artificiellement, si je peux dire, là, si vous me passez l'expression d'une certaine manière, un milieu, puis là, bien, on revient à un moment où les aides diminuent, mais les enjeux, eux, sont pas partis, n'ont pas disparu. Les fournisseurs chargent plus cher. Les subventions ne sont pas indexées souvent en culture. Donc, on est quand même dans un contexte complexe. Puis, quand tu es artiste, c'est pas quelque chose que tu as choisi nécessairement. L'administration culturelle, la promotion, la comptabilité, comprendre tout ce qu'elle vient de nommer, c'est pas ça être artiste, c'est s'exprimer par l'art, puis par ta discipline, moi qui est comme le jeu ou le DJing, ben fait que si tout à coup je vais avoir une démarche, si je travaille sur un projet d'un recueil de poésie que je veux mettre, que je veux travailler sous forme d'art vivant, il faut que j'aille fouiller pour comprendre, OK, à quel endroit je vais chercher de l'argent, qu'est-ce que c'est la recherche-création, tout ça. Donc, rédiger, faire de la rédaction aussi, de parler de ton art. Ça peut faire partie de tes démarches comme artiste, par exemple, beaucoup en art visuel, où il y a beaucoup de conceptualisation qui est écrite par rapport aux œuvres que tu fais. Mais disons, dans un geste artistique comme de l'art vivant, là, tu développes tout comment tu parles de ta démarche pour potentiellement juste pas être financé. Mm-hmm. Donc, ça contribue à énormément d'épuisement des artistes qui s'est exposé, là. On s'est exposé à ce niveau-là au printemps dernier. Mais oui, c'est une bonne réponse à ce qui vient d'être décrit, là, ici. Oui, bien, tout ce que tu viens de décrire aussi, c'est des tâches bénévoles accomplies par les artistes parce que tout ce travail-là, souvent, vient avec une subvention. Bien, pas souvent, mais si tu as la subvention, elle risque d'être modérée. Donc, va payer peut-être le volet création, mais tout le travail derrière est du bénévolat. Puis vous avez fait une vidéo avec la GMAQ, moi, qui m'a beaucoup rejointe. Le travail invisible des artistes, oui. Est-ce que c'est ça? Oui. Ben, ça nommait le mot bénévolat. Oui, bénévolat ou travail invisible. Tout ça, c'est assez hallucinant. Je pense que les gens sont investis, veulent bien faire, mais il y a un épuisement qui est vraiment présent dans le milieu artistique. Mais puis c'est vrai même, cet épuisement-là, il est vrai pour les artistes, mais il est vrai même pour les gens qui travaillent dans les organisations culturelles, parce que souvent, c'est des chefs d'orchestre, donc qui font toutes sortes de choses. Puis il y a une étude qui avait été réalisée par le Conseil des arts de Montréal qui démontrait en fait que le pourcentage de temps mis à la recherche de financement était disproportionné par rapport à l'investissement de temps dans la mission de l'organisation. Donc là, on parle aussi d'une complexification des demandes, la réduction. Puis on peut comprendre. Bon, moi, j'étais à la Ville pendant 8 ans. Je suis arrivée, M. Tremblay, M. Applebaum venait de quitter. Hein, si vous vous rappelez, là, pour ceux qui suivaient la politique, c'est à l'ère de la crise et de la commission Charbonneau. Et là, tout d'un coup, à la Ville, on se retrouve avec un vérificateur général, un bureau d'inspecteur général, un contrôleur général. Donc, tu as 3 instances qui commencent à regarder partout où va l'argent. Et c'est correct, c'est de l'argent public, là. Donc, mais ça fait que même les machines elles-mêmes sont embourbées dans une lourdeur et une complexification qui est après repassée aux organisations ou aux artistes, dépendamment de qui on parle. Donc, ça aussi, ça complexifie, puis ça met une couche de plus à une crise financière, si tu veux, avec des impacts potentiels réels, mais qui ajoute une couche en termes d'épuisement, puis d'équilibre, puis de santé mentale. C'est une chose de dire, OK, je remplis un formulaire parce que je vais aller chercher 25 000 $ pour ma création. Et un bout, c'est correct, c'est de l'argent public. Donc, il faut que tu dises, maman, qu'est-ce que tu vas faire avec, puis après que tu dises qu'est-ce que tu en as fait.
Puis tu dis, bien, c'est pour mon projet personnel. Après, c'est une autre chose de devoir passer une semaine en reddition de compte pour, tu sais... Oui, parce que c'est ça, chaque demande, c'est qui est obtenue, c'est un rapport à produire. Ouais. Et souvent, un projet n'est pas financé par une seule source, une seule subvention. Donc, si ton projet, il a pris 10 subventions, c'est 10 rapports, et c'est tout autant à la demande qu'au rapport, toutes des questions différentes, avec un nombre de mots différents, puis des annexes différentes, puis des grilles budgétaires différentes. Fait qu'on passe beaucoup plus, je parle au « on », là, je pense que j'ai inclus le milieu culturel, là, on passe beaucoup plus de temps à parler de nos promesses que les accomplir, à mon avis. Puis aussi, c'est que c'est pas encourageant. Tu sais, si, pour voir, j'ai des amis qui sont entrepreneurs dans leurs projets, puis qui vont déposer, tu sais, qui travaillent, qui ont des compagnies de, par exemple, théâtre, depuis que je suis sortie de l'école en 2011, du Conservatoire de Montréal, qui ont fait des pièces, des productions, tout ça, puis qui font de l'excellent théâtre, qui sont pertinents, qui répondent aux enjeux, qui sont reconnus par leurs pairs, qui ont du talent à tous les niveaux, au niveau des personnes sur scène, que de la conception, que de l'écriture, puis qui n'obtiennent pas des subventions, puis qui ont mis des heures, puis qui font affaire avec des professionnels, puis qui en obtiennent pas. Fait que c'est là, je pense qu'il y a un non-sens. C'est comme, pourquoi des personnes qui sont pertinentes, qui sont reconnues par leurs pairs, puis qui ont de l'expérience, puis qui demandent des budgets super réalistes, bien faits, qui n'ont pas de financement. Ça, c'est comme... Ça démontre exactement la crise. Puis il y a quelque chose aussi qui a été quand même intéressant dans nos recherches à la GMAQ. C'était d'accéder au pourcentage des projets qui étaient acceptés au calque, par exemple. Le calque n'était pas en mesure de nous donner cette information-là. Puis, il y a des organismes qui ont essayé d'aller chercher ça. C'était complexe. Il y a eu je pense, journalistes qui sont allés essayer de comprendre, mais c'est comme si cette donnée-là est extrêmement pertinente. Dites-nous, il y a... je vais dire des chiffres qui n'ont aucun sens, mais il y a 100 personnes qui postulent. Il y en a 20 qui sont recommandés. Il y en a 10 qui sont acceptés, qui sont subventionnés. Mais là, on va pouvoir parler réellement de ce qui se passe. S'il y en a 100 qui postulent, puis il y en a 80 qui sont extrêmement pertinents, recommandés, puis il y en a juste 10 qui sont financés, bien là, ça n'a pas de sens. C'est pas... Du moins, dans ma lecture d'une société, je trouve que la culture est plus importante. Est-ce que le peuple a envie d'accorder plus d'importance à la culture? Est-ce que le gouvernement a envie d'accorder plus d'importance à la culture? Si oui, bien, c'est d'accorder plus de financement aux artistes qui sont pertinents aujourd'hui, qui vont permettre une meilleure réflexion santé du cœur. Ben, après ça, c'est un débat sur la pertinence de la culture, mais c'est intéressant dedans, parce que on va y aller, c'est sûr. Moi, je pense que c'est une des clés de solution, mais ce qui est intéressant, c'est que ces données-là, elles sont effectivement super essentielles. Le Conseil des arts du Canada a commencé ça, vraiment un travail plus de transparence sur ces données. Puis à un moment donné, c'est parce que c'est sûr qu'on va avoir... Tu sais, moi, je n'anticipe pas les 5 prochaines années avec beaucoup d'optimisme en termes de réinvestissement d'argent public dans la culture. Je pense qu'il peut y en avoir plus, mais quand on regarde la situation de la société, la situation des finances publiques, tu sais, je veux dire, il y a comme à un moment donné un calcul qui doit être fait. Par contre, à partir du moment où on comprend et on a une transparence sur les données, on est aussi capable peut-être de se doter d'une vision commune sur qu'est-ce qu'on choisit, pas qu'est-ce qu'on choisit en termes de tel projet ou plutôt qu'un autre, mais c'est quoi notre vision du rôle de la culture dans la société? Mais ça, on va pouvoir faire ces choix-là à partir du moment où on va avoir accès aux données. Par exemple, pour le Conseil des arts et lettres du Québec, on est beaucoup dans l'anticipation, en fait, depuis plusieurs mois, avec tout ce que ça crée d'anxiété, parce qu'on anticipe ce qui s'en vient, mais en même temps, on n'a pas les chiffres. Là, on peut espérer qu'on va les avoir pour être capable de prendre la juste valeur de ce qui est en jeu, de ce qu'on risque de perdre aussi. Mm-hmm. Et après ça, comment collectivement on décide d'y répondre? Hein? Puis ça veut dire qu'on va avoir des choix probablement difficiles à faire. En fait, parce que c'est un peu en lien avec ça, c'est que je trouve que c'est correct que ce ne soit pas 100% des projets qui sont déposés qui soient financés. Bien sûr, les gens ils veulent déposer des projets, mais qu'il y ait une sélection, c'est bien, mais que
que des artistes qui sont tellement pertinents qu'ils ne soient pas financés. C'est rendu là que c'est problématique, tu sais. Donc, ils font quoi? Ils arrêtent de faire leur métier ou ils font dans des conditions extrêmes. Il y a eu aussi ce qu'on a vu, qui est quand même nouveau, c'est des compagnies qui ont carrément annulé des compagnies qui étaient programmées dans des théâtres. Ouais. Encore une fois, je parle de ce que je connais, qui est le milieu du théâtre plus. C'est un point très important parce que cet exemple-là, il y en a un en particulier qui a été, qui est sorti dans les médias beaucoup. Oui, c'est ça. Mais il y en a plein d'autres dont on n'entend pas parler. C'est ça, c'est des compagnies de théâtre qui étaient programmées par des diffuseurs, donc des gens qui ont des directions artistiques reconnues à Montréal, puis là, qui choisissent un projet parfait, on vous diffuse, vous êtes super. Et là, ces personnes-là ne reçoivent pas l'appui des gouvernements, même si on l'appui du théâtre. À ce moment-là, c'était au théâtre Prospero. Puis ils ont dû annuler parce que... Mais c'est quelque chose qui était nouveau parce que les gens, les compagnies de théâtre annulent. C'est arrivé, mais généralement, annulent pas, puis ils vont faire ça dans des heures de bénévolat, vont s'endetter. Une carrière artistique de théâtre, tu veux tellement accéder à une salle de spectacle. À une diffusion, oui. Être programmé dans un théâtre, là, c'est grand, c'est beau, t'attends ça. Puis là, tu as été financé à la création. Ouais. Puis là, tu es programmé, mais tu n'es pas financé à la diffusion. Puis ce que le public ne sait peut-être pas, c'est que les billets de spectacle, c'est pas suffisant pour payer une production théâtrale. Ouais. Et là, ce qui arrivait, c'est que ces artistes-là, il aurait fallu, entre guillemets, ou pas, ils ont bien fait sans doute de prendre la décision qu'ils ont prise, mais il aurait fallu, entre guillemets, qu'ils prennent ça sur eux puis qu'ils payent toutes les dépenses de la production pour travailler bénévolement parce qu'ils ont la chance d'être programmés dans un théâtre. Pour travailler plus que bénévolement, pour payer pour travailler. C'est ça, pour payer parce qu'il y a des dépenses à encourir. Ça, c'est un bon exemple d'une... En fait, la lecture que je fais, là, est peut-être pas juste à 100 %, mais quand même, c'est qu'on s'est retrouvés aussi où, pendant la pandémie, on a beaucoup soutenu la recherche et création dans des programmes spéciaux pandémiques, en art vivant notamment, là, tu sais. Puis là, après, bien, comme les gouvernements ont décidé à un moment donné que, bon, la pandémie, c'est fini, la relance, c'est fini, on arrête, bien là, on s'est retrouvés aussi avec beaucoup de créations. Puis là, tout d'un coup, l'argent n'a pas suivi. C'est comme si on n'est pas allé au bout du cycle, parce que les gens doivent savoir aussi que les programmations dans les théâtres sont faites souvent 2 ans à l'avance. Ouais. Donc, quand la pandémie est arrivée, puis que là, bon, les salles ont fermé, ouvert, fermé, mais surtout fermé, bien, en fait, toutes ces productions-là, elles ont été reportées. Ou annulées, quand même. Ou annulées. Moi, je devais jouer sur un spectacle chez Duceppe, Fun Home. Ça se pouvait pas. Il y a une grande distribution, il y en a qui ont été reportés. Fait que des fois annulés, des fois reportés. Il y a l'ISIS chez OTNM a été reporté 2 fois. Donc, ça fait que les calendriers ont tous été décalés. Et donc, c'est pas vrai qu'on est sorti de la pandémie, même si on porte plus de masque, parce que dans le milieu culturel du moment des arts vivants, incluant la musique, bien, ça s'est poursuivi beaucoup plus longtemps. Mais les aides ont arrêté. Puis là, on parle des aides. On est dans une grande problématique qui n'est pas juste ponctuelle, là, parce que ces gens-là, il y a du monde qui sort des écoles, il y a quand même on aussi parle des aides pour les créateurs. Mais à l'autre bout, les diffuseurs aussi ont besoin de la même chose. Financier. C'est la même chose. Non, mais je pense beaucoup aux gens qui nous écoutent, qui ne connaissent pas cet écosystème, qui est quand même vraiment compliqué. Moi, nous, on le comprend. Nous autres, on est un... même pour moi, il y a plein de choses que je comprends pas. Fait que je suis heureuse que même des artistes dont je fais partie, on peut s'en comprendre mieux. On le démystifie ensemble. Là. Donc, oui, la création, là, elle a son cycle où elle doit être financée pour être mise en œuvre, OK? Donc, la phase de recherche-création. Après ça, yes, t'es programmé dans un théâtre. Le théâtre a besoin de financement pour exister. Il y a la vente de billets, qui est un morceau du casse-tête du budget et de l'artiste et du diffuseur, selon comment les théâtres fonctionnent d'un à l'autre. Mais il y a du financement public, autant pour le diffuseur que le créateur. Donc là, ce qui arrive avec les créations qui, finalement, annulent parce qu'ils n'ont pas été soutenus à la diffusion, bien, ça crée un trou budgétaire aussi de vente de billets pour le diffuseur qui, lui, est soutenu publiquement parce qu'il a un créateur de programmé. Fait que tout ça, c'est comme En fait, c'est une chaîne. C'est ça. C'est une chaîne, puis c'est un écosystème. Puis c'est là, je reviens avec la vision concertée, parce que je pense qu'on n'y échappera pas, de se dire, OK, il faut qu'on comprenne qu'on ne peut pas prendre
Bon, il semble que le 15 millions qui a été trouvé par le ministre puis qui a été injecté dans le soutien quadriennal là, du CAL pour qu'on arrive au moins au même montant que l'année dernière. Qui a été déplacé. Ouais, a été pris de la mesure pour la billetterie pour les diffuseurs. Donc, à quelque part, on apprécie qu'il y a un effort qui a été fait, puis bon, OK. Mais finalement, les diffuseurs, ils allaient, avec cet argent-là, prendre plus de risques dans leur programmation en diffusant les artistes. Donc, tu sais, on est pas en train de déshabiller Paul. Nouveaux fonds. Ils ont bien formulé ça, qu'ils ont injecté 15 millions, mais ils l'ont juste déplacé. Ben, en partie, quand même. Il faut juste être juste quand même dans nos remarques. Là. Il y a une partie, c'est de l'argent qui n'était pas alloué puis qui est allé chercher. Je pense que c'est 9 millions, c'est tout ça? De la billetterie. Mais c'est finalement, on a déplacé un peu le problème. De la billetterie, c'est-à-dire, est-ce que... Mesure de soutien à la billetterie aux diffuseurs. Ça qui était ajout complètement. Qui a été pris puis qui a été transféré au calque. Mais c'est ça, donc le 9 millions. Mais c'est juste parce que je veux qu'on le comprenne parce que ça fait partie d'une bonne information. Donc, du 15 millions, 9 millions qui a été pris dans une autre mesure. Qui a été pris ailleurs, puis a été mis là. Ailleurs dans le calque. Dans le fond, qui a été déplacé. Et donc, 6 millions qui étaient... encore une fois, c'est toute réserve parce que c'est l'information qui circule, qui a été pris dans différents endroits qui n'avaient pas été attribués. Là. C'était comme des résiduels. Donc, c'était quand même déjà de l'argent en culture. Oui. Bien, ça, c'est sûr que quand tu as un gouvernement puis que tu viens d'annoncer un déficit de 11 milliards, que 2 mois plus tard, aller chercher du nouvel argent, ça aurait été surprenant. Mm-hmm. Là, il y a aussi dans les cycles des gouvernements, ils annoncent un budget. À l'automne, il y a ce qu'on appelle une révision budgétaire. Donc, ils vont regarder, OK, ils avaient annoncé un déficit de 11 milliards, mais finalement, c'est pas tout à fait ça, c'est 9 milliards. Donc, il y a souvent... à ce marge de 2 milliards. On va le prendre. Donc, souvent, à ce moment-là, il y a de la place pour certains réajustements. Et là, après, il y a aussi le travail pour l'année suivante. C'est ça. Ouais. J'aime ça, on brasse des chiffres dans cet épisode. Fait que là, tu sais, on a quand même parlé pas mal des mécanismes de soutien financier, les obstacles, tu sais, programmation, diffusion. Qu'est-ce que vous entendez surtout de la part de vos pairs? Tu sais, qu'est-ce que les gens ont crié dans la rue, par exemple, devant le bureau du ministre de la Culture dans les derniers mois? C'était notre slogan. Il ne restera pas toujours la culture. Slogan. C'était l'image de la deuxième manifestation qui a été créée par Clément de Gaulle-Jacques. Et il y avait Guillaume Bourgi-Riopel qui avait créé le premier avec notre premier ministre qui jonglait avec des fruits et des légumes. Les gens criaient « pas de futur sans culture ». Les gens criaient « danse, 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 danse plus ». Et plusieurs autres slogans de tout genre. Mais les gens étaient épuisés. Puis, tu sais, je pense que le fait que la GMAQ, on a pris une pause. On devait faire une autre manifestation en juin. Puis, on a pris une pause parce qu'on était, disons, 4 personnes dans la cellule organisationnelle qui dirigeait le groupe. On peut les nommer. Bien sûr. Fait qu'il y avait, au départ, on a eu Hugo Fréjabise, qui était comme un initiateur. Il y avait Mireille Tafik, il y avait Geneviève Gagné et il y avait moi. Pour la deuxième manifestation, il y a Jenny Huot qui s'est joint à l'équipe, qui est directrice technique, exactement. Du festif de Baie-Saint-Paul. Exactement. Jus en ce moment. On va lui dire bonjour en juillet, d'ailleurs. On va aller festivaler ensemble. Bravo. Et donc, c'est tous ces amis leaders-là qui ont rassemblé un groupe d'une vingtaine et plus d'artistes qui s'occupaient des comités mobilisation, comités contenu, comités politiques, toutes sortes de comités. On se réunissait une fois par semaine, tous les lundis. Puis, au bout de cette deuxième manifestation-là, on a des vies personnelles. Fait que là, il s'est passé toutes sortes de choses dans les vies personnelles, des fois qui fragilisaient le temps qu'on pouvait mettre, l'énergie. Puis, au sein des 20 quelques personnes, on est tous des artistes précaires, épuisés à la base. Donc, pouvoir soutenir un mouvement dans lequel on trouvait ça important d'avoir, par exemple, des prises de parole qui étaient diversifiées, qui étaient pertinentes, qui étaient dans tous les milieux,
de pouvoir structurer un événement, quand on fait une marche, tout ça, structurer notre pensée, les actions, les contacts tout à coup qu'on peut avoir avec le cabinet du ministre. Je me suis retrouvée la veille de la première manifestation à parler au chef du cabinet du ministre. Puis là, on se retrouvait tous avec des responsabilités qu'on n'avait pas choisies. Fait que ça participait à un épuisement. Puis c'est ça qui était là dans la bouche de chacun. C'est un épuisement qui est dû à ce manque de financement-là qui nous amène à devoir... faire notre travail de façon bénévole et être fatigué. Et puis remettre en question ses choix de vie, je pense que c'est ça aussi complètement, qui est difficile. complètement. Puis moi, j'ai deux fils dans la relève, en jeu puis en photo, puis je dirais quelque part, c'est comment tu te projettes aussi. Fait que ça, je pense que c'est difficile. Moi, c'est sûr que chez Culture Montréal, on est moins en contact directement avec les artistes, on est plus en contact avec des organisations, si je peux dire, ou des individus qui évoluent. On est en contact avec des artistes, mais mettons, les associations, elles, ce sont leurs membres, là, tu sais. Puis nous, ce qu'on entend beaucoup, c'est... premièrement, cet épuisement-là, il est partout. Il est aussi dans les organisations. Mais est-ce qu'on est capable de faire un choix de société, puis un choix de société qui décide que les arts et la culture, c'est au cœur du Québec? Et si ce choix-là, il est fait, est-ce qu'on peut l'assumer? Est-ce qu'on peut arrêter de dire la culture, c'est important, puis c'est des mots, puis comme... T'sais, si c'est soutenir la culture, c'est aussi avoir une vision pour la culture et reconnaître son rôle. Son rôle à la fois chez les individus, quand on va au théâtre, quand on écoute de la musique, quand on va dans les musées, qu'est-ce que ça nous amène comme individu, mais même son rôle dans la société. Moi, je suis de celles qui pensent que si on veut réussir la transition socio-écologique, transformer nos façons de vivre, produire, consommer, se déplacer, les arts et la culture sont une partie de la solution essentielle. Je ne suis pas en train de dire que tous les artistes doivent s'engager dans ça. Après, l'artiste est libre de faire ce qu'il veut. Mais c'est un levier pour transformer notre perception, notre rapport au vivant, notre rapport à l'autre, essentiel. Quand on parle de santé, on sait que les gens qui ont accès à la culture, les jeunes notamment, à l'adolescence, bien, ils ont moins d'enjeux de santé mentale. C'est vrai aussi du sport, mais là, on parle de culture. Donc, quand on parle de prévention en persévérance scolaire, quand tu es capable de soit avoir accès comme spectateur, mais aussi d'être capable, toi, d'être un vecteur, de laisser exprimer ta créativité. Donc, les arts et la culture, c'est aussi ça. Bien, tu risques de rester dans le système scolaire plus longtemps. Puis, c'est pas pour dire que si tu t'abandonnes, t'es foutu. C'est pas ça que je dis, là, mais je parle juste en termes de société. Il y a des co-bénéfices importants qui doivent être reconnus. Et si on décide que c'est important, bien alors, go, là. Tu sais, on a un gouvernement qui parle beaucoup de la langue française. Bien, si tu veux un levier pour valoriser la langue française comme langue de cœur, pas juste une loi que tu dois appliquer, bien, c'est par les mots, par le cœur, par la rencontre avec les arts. Les gens le choisissent en tombant en amour avec la langue. C'est ça. Donc, il y a comme toutes sortes de co-bénéfices qui, à mon sens, font en sorte que la culture et les arts devrait être au cœur. Je me suis conté une blague, je vais vous la conter. Je me suis juste imaginé quelqu'un qui arrive nouvellement au Québec, qui arrive ici, puis tout est en français, les documents officiels, la paperasse est en français. C'est pas de même que tu tombes en amour avec la langue en remplissant des formulaires d'immigration, tu sais. Par contre, s'il y a de l'art accessible qui t'est offert, qui est présenté, là, tu tombes en amour. C'est une façon... C'est une semi-blague, là, mais j'ai imaginé la paperasse. Merci. Non, mais attends! La paperasse, je me suis dit, aïe, c'est ça le premier contact avec la langue qu'on donne comme accueil? Puis à ce moment-là, c'est que tu transformes... Moi, merci Sarah de m'encourager. Je suis une grande rieuse. Moi, j'ai un nez rouge. Alors, je suis supposée rendre ça un peu plus léger, là, notre discussion, mais en même temps, c'est correct, ça brasse. Ça brasse. On fait des tables. Bien, tu sais, je pense qu'il faut changer le regard qu'on a sur la culture. Moi, je pense que c'est une des clés, parce qu'on est à un endroit, à mon sens, un petit peu à une période pivot, là. Puis il faut changer ce regard-là. On ne dépense pas en culture, on investit en culture. On investit dans les artistes, on investit dans les organisations et on investit dans nos sociétés. Puis à ce moment-là, à partir du moment où on transforme ce regard-là, oui, on peut dire à Montréal, c'est près de 100 000 emplois, un PIB au Québec de XY. OK, parfait. C'est des retombées économiques réelles. Parfait. Mais à ce moment-là, comment on peut accepter que le soutien qu'on donne aux artistes n'est pas indexé et aux organisations? On n'accepterait pas ça de aucun autre secteur. En construction, bien oui, tout est indexé, mais les subventions ne sont pas subventionnées, ou les contributions. Et là, on dit toujours, oui, mais tu sais, c'est un secteur qui vit sur l'argent public.
Bien, tous les secteurs vivent sur l'argent public. Ça s'appelle des contributions non remboursables qu'on fait à des compagnies en énergie, en asphalte, en transport. Bon, tu sais, alors, il y a comme un moment donné où il faut être cohérent puis aller au bout de cette équation-là. Puis, tu sais, est-ce qu'on va réussir collectivement à répondre aux demandes de 100 des artistes tout le temps? Non. Bien, non. À quelque part, c'est correct dans le sens où ça fait, tu sais, ça fait partie un peu de la vie, là. Puis, il y a des règles, l'argent tous les public, secteurs, parfait. c'est sûr. Mais après, comment on fait aussi pour faire en sorte que les autres secteurs, quand je parle de transformer le regard qu'on porte sur la culture, c'est aussi de dire, il faut que d'autres secteurs disent que c'est important. Mm-hmm. Il faut que notre discours il soit porté par le plus grand nombre de personnes. Le milieu économique, le milieu de la santé, le milieu de l'environnement, que d'autres disent aussi collectivement, c'est important pour nous. Oui, c'est comme... je vais rebondir là-dessus. J'ai une amie qui étudie en neuropsychologie, puis j'ai une cousine qui est en biologie dans un doctorat très avancé, tout ça, puis je les entends faire rédiger des articles de recherche, puis participer à de la recherche, tout ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, waouh, moi, dans le fond, dans mon petit laboratoire qui va creuser la poésie des sentiments amoureux qui s'accumulent dans le petit, dans le grand, avec un mélange de musique puis de corps. Je suis comme, c'est quand même, on pourrait qualifier ça de niché ou de spécifique. Mm-hmm. Finalement, c'est au même titre qu'une autre recherche très, très spécifique sur j'ai pas les termes, là, mais les cellules à l'intérieur des écureuils qui vont générer un cancer qui va être expliqué, tu sais, comme, ou le diabète. Je suis contente que tu aies parlé des écureuils. Je sais pas. Les écureuils, là, c'est quand même source de débat. Moi, je les adore. Ah, OK. Bon, je sais pas si on va pouvoir discuter de écureuils. On va faire un autre exemple d'abord. Les capteurs de phéromones. Tiens, ça serait lié avec ton sujet, peut-être? Capteurs de phéromones, OK. Ou les poissons. Bref, peu importe. Quelque chose qui est niché au niveau de la science, puis qu'on essaie de travailler, aider la santé, tout ça. Mais tu sais, est-ce qu'ils ont les mêmes pourcentages de précarité, de comme, ma recherche n'a pas été retenue? Ça, c'est quelque chose que je sais pas, puis je serais curieuse comme d'entendre à quel point c'est indexé, pas indexé, tu sais, un peu ce que tu nommes, mais les parallèles, puis ça me fait penser un peu à certains secteurs qui peuvent c'est pas de la reconnaissance de privilèges, mais c'est vraiment une super analyse de tous les secteurs. Puis c'est une vision de l'humain un peu, là, de qu'est-ce que l'humain a besoin pour être en santé, pour moins être malade, pour moins aller à l'hôpital, pour comme avoir un équilibre de vie, pour mieux se connaître, pour être comme consulter des psychologues plus facilement, donc avoir moins de conflits, avoir moins de criminalité. On dirait que tout ça est interrelié et amène à revoir un peu... c'est de la grande politique. Mais c'est la place qu'on accorde. C'est la place qu'on accorde aux arts et à la culture dans notre société. C'est à ça que ça revient. Tu parles de criminalité. Moi, je vois souvent l'importance de l'accessibilité culturelle, par exemple, à Montréal, en espace public, comme un moyen de permettre aux gens de voir du beau et d'avoir envie de le préserver. J'ai l'impression, humblement, que plus il y a de beau... On a besoin de beau, il y a beaucoup de lait. Ça a un impact, puis que les gens, après ça, ne feront pas de mal. Et je vis dans un monde de... Nous, on l'a vu quand on a fondé MU. Je veux dire, nous, c'est de créer, de produire des murales partout sur le territoire, sur la base que chaque être humain a le droit d'avoir accès à de la beauté à chaque jour. C'est aussi une façon de soutenir des artistes l'été. C'est aussi une façon de former des muralistes. On avait toujours ça, un volet jeunesse. Donc, c'est multi-niveau. Mais c'était de dire que quand tu amènes de la beauté, ça génère de la beauté. Nous, on l'a vu, là. C'est l'inverse de la théorie du Broken Window Theory. Quand tu as un endroit abandonné avec une vitre cassée, bien, tout d'un coup, tu as des déchets, tu as des graffitis, tu as toutes sortes d'autres affaires. Puis à partir du moment où tu investis dans la beauté, je veux dire, on a vu des propriétaires refaire leur devanture, on a vu des HLM repeindre, parce qu'à un moment donné, tu dis, mon Dieu, c'est un peu gênant, c'est un peu laid. Donc, ça génère toutes sortes d'actions positives. On a envie d'en prendre soin.
Les gens ont envie d'en prendre soin. Ils prennent soin de leur environnement, ils prennent soin d'eux. Même quand on parle de citoyenneté culturelle, c'est aussi comment tu repenses ton rapport à ta communauté à partir d'une expérience culturelle. Souvent, tu vas être isolé, tu vas être sorti, tu vas te sentir déconnecté de ta communauté. Puis à partir du moment où tu as eu une expérience culturelle au sens large, bien là, tu regardes ta communauté différemment, tu as rencontré ton voisin, tu as tissé des liens, et donc tu reviens. Évidemment, c'est pas tout le monde, je ne dis pas que c'est de la magie, là, mais il y a des incidences et des études qui démontrent cet effet-là. Donc, c'est pas totalement naïf, ta vision. Qui sont tangibles. Moi, mais je suis quelqu'un quand même un peu utopiste, je sais pas. Je crois beaucoup en la bonté des gens et la bienveillance. Et parfois je déchante, mais... Et là, je fais un balado qui parle de mon désenchantement culturel. Non, mais il y a beaucoup de mouvements au niveau des politiques culturelles à Montréal. C'est quoi les perspectives d'avenir des politiques culturelles? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bien, je ne sais pas si je comprends bien ta question, mais c'est sûr qu'en ce moment, la Ville de Montréal est en train de renouveler sa politique de développement culturel. Ouais. Donc, il y en avait, la dernière, c'était 2017-2021. Ils ont fait des consultations, 6-7 consultations à l'automne dernier. Et ils vont déposer un projet là, de loi, bien, un projet de politique le 9 septembre prochain. D'ailleurs, s'il y a des gens qui sont dans le milieu culturel qui nous écoutent chez Culture Montréal, on invite beaucoup les gens à se mobiliser et à partager avec la Ville là, leur réaction par rapport à ce projet-là, parce que ça va être en consultation devant la Commission pour une adoption en juin prochain. Ça, c'est le lendemain du phare. Ah, quand on est fatigué, là, après avoir le matin, tu lis un petit projet de politique. Juste tranquille, avec ton café, politique culturelle, la Ville de Montréal, puis après ça, l'équipe du phare, on s'en va faire une run de camion en bon français. Oui. Mais c'est sûr qu'il y a des... quand même, là, Oui, c'est attendu. Tellement de consultations. On fait beaucoup de consultations, c'est attendu. C'est sûr que, il y a quand même des tendances. Par exemple, tous les enjeux d'équité sont importants, je pense. Pas juste l'équité, tu as l'équité territoriale. Montréal, c'est une grande île. Il y a une forte concentration de l'activité culturelle le long de la ligne orange, mettons. Mais quand le rôle de la Ville, c'est quand même d'assurer que les citoyens, les citoyennes peuvent participer puis ont accès à la culture, peu importe où on habite sur le territoire, même s'il peut y avoir des concentrations, parce que c'est aussi une dynamique de ville. Là. Quelque part, il y a un centre-ville, il y a une partenariat au quartier des spectacles, une centaine de diffuseurs, puis ils vont rester là, puis c'est correct aussi, là. Donc, comment on peut s'assurer qu'on a une vision un petit peu élargie sur l'ensemble du territoire? Il y a des enjeux d'équité aussi par rapport à qui a accès à ces arts et à cette culture-là. Les conditions sociodémographiques sur l'ensemble du territoire ne sont pas les mêmes. Tu as l'Est de Montréal, tu as toutes sortes de dynamiques. Donc ça, je pense que ça va aussi être pris en compte. Il y a aussi, même à l'intérieur du milieu culturel, là, on voit un transfert générationnel là, de plus en plus dans les dernières années, en théâtre notamment, là, des directions générales, mais dans les festivals aussi. Donc, comment on fait pour à la fois assurer un transfert, faire de la place aux plus jeunes, je ne parle pas en âge nécessairement, là, mais aux nouvelles propositions. Donc, il y a ces enjeux d'équité-là. Il y a aussi toute la question de est-ce qu'on se reconnaît dans l'offre. Donc, ça, je pense que c'est un enjeu assez important au niveau à l'échelle municipale. C'est un enjeu important. Puis, tu as aussi, pour Montréal, un autre enjeu qu'il ne faut pas qu'il passe à la case, c'est toute la question de la métropole culturelle. Mm-hmm. Parce que là, on est beaucoup dans une tendance où on va à l'échelle locale ou hyper locale, ce qui est super important pour assurer un dynamisme sur le territoire. Mais il ne faut pas oublier qu'on est quand même une métropole culturelle on est dans un monde géopolitique qui parle de ville à ville maintenant. On est en compétition avec Barcelone, avec d'autres villes. On a un modèle, au Québec, on a un marché beaucoup trop petit pour que la plupart des organisations, des artistes puissent vivre uniquement du marché du Québec. Donc, énormément de tournées. Marché trop petit, qu'est-ce que tu veux dire? Bien, c'est-à-dire que si, mettons, tu es une compagnie de cirque, ouais. Tu ne pourras pas vivre uniquement en tournant au Québec. Oui, OK. C'est ça que je veux dire. Théâtre, ouais. Cinéma quand même, tu as besoin de rayonner. Donc, tu sais, on a besoin d'être une métropole reconnue à l'échelle internationale avec des propositions qui tournent, mais aussi avec une réputation, donc avec des événements aussi qui sont de stature, événements ou initiatives internationales. Donc ça aussi, on ne peut pas complètement l'oublier parce qu'on est dans une dynamique plus grande. Tout ça, c'est vraiment très beau. Moi, j'adhère beaucoup. J'ai participé à 2 consultations. Par contre,
Dans le concret, par exemple, avec le Festival des Arts de Ruelle, on propose une tournée de Montréal, mais on est soutenu au programme de PESFEC, de soutien des festivals, événements culturels au niveau de la ville-centre. Mais les arrondissements aussi contribuent. Sauf que là, les arrondissements sont comme « Ah ben non, t'es soutenu à ville-centre. » Mais excuse-moi, c'est un morceau du casse-tête, ce qu'on parlait tantôt. C'est comme... Montréal, là, c'est comme 14 gouvernements. Parce qu'en plus de la ville-centre, t'as tous les arrondissements, puis d'autres organismes qui subventionnent, par exemple le Conseil des arts de Montréal, puis Tourisme Montréal. Tantôt, on parlait de charges administratives puis de nombre de demandes de subventions pour réussir un projet. Là. Moi, j'ai tous ces morceaux-là. Puis là, en ce moment, il m'en manque beaucoup des arrondissements. C'est vraiment... Et pourtant, la ville-centre dit « Waouh, 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 allez dans les quartiers ». Fait qu'il y a des communications qui se font pas sur la vision. Bien, je pense que ça, c'est un autre défi. Là. Moi, j'étais plus des tendances méta, mettons, là, des politiques publiques. Mais c'est clair que dans un contexte aussi où les finances publiques vont être de plus en plus difficiles, puis on espère tous que la Ville réinvestisse en culture, là, c'est sûr, à défaut de le faire adéquatement ou en tout cas à la hauteur des espérances, il y a aussi tout un travail, effectivement, de facilitation. Comment on peut faire minimalement pour diminuer les écueils, diminuer la complexité, puis être dans une approche de être facilitatrice plutôt que de mettre des bâtons dans les roues. Puis ça, c'est un enjeu. Nous, moi, quand j'étais chez MU, on travaillait un peu comme Phare aussi. Là, on était dans différents arrondissements. Puis écoute, même, nous, parfois, il fallait qu'on transige avec l'urbanisme. D'autres fois, c'était le développement social. D'autres fois, c'était la culture. En plus, on travaillait même pas avec le même monde. Puis il fallait à chaque fois trouver notre chemin. Donc ça, c'est vraiment complexe. Malheureusement, ça relève de la fusion puis des diffusions de la ville. Et c'est, je pense, même complexe pour les gens qui sont dans la machine à la ville. Mais c'est un enjeu majeur clé. Moi, ça fait... Minimalement, ça pouvait être simplifié. Oui. C'est sûr que ce serait vraiment, surtout pour des initiatives comme les tiennes ou les festivals et tout ça, vraiment aidant. Mais ils ont quand même des enjeux de gouvernance. Il n'y a pas plus de budget, alléger l'administration. Moi, c'est en train de tuer l'organisme. C'est un des éléments qui nous jette devant le précipice de la fin du phare après 8 ans. C'est ça. Puis en même temps, selon même la loi, là, parce qu'il faut savoir que les villes sont gouvernées, en fait, par le gouvernement du Québec. Ils sont régis. C'est comme des bêtes du gouvernement du Québec. C'est pas mon terme. Mais c'est vraiment... Je m'excuse auprès des gens qui travaillent à la Ville de Montréal. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont régis par la loi des cités et villes. Donc, c'est le gouvernement du Québec qui détermine quand est-ce qu'ils peuvent aller chercher de l'argent avec les taxes. Et c'est eux qui ont déterminé par cette loi-là aussi les responsabilités de la ville-centre versus les arrondissements. Et les arrondissements sont habilités à prendre des décisions sur à qui ils donnent leur argent en culture. Ce qu'il y a dans les bibliothèques, ce qu'il y a dans les maisons de la culture, c'est chaque arrondissement qui décide. C'est pas une vision commune. Donc ça, c'est sûr que ça complexifie énormément. Parce qu'on veut avoir une vision métropole culturelle, avoir un événement d'envergure, mais qui rejoint les gens en proximité citoyenne. Mais c'est logistiquement, administrativement, beaucoup trop lourd. Et je parle aux élus tout le temps. Et je fais de la politique 10 heures par semaine. Et je pense que, toi, tu as fait 2 manifestations, tu as dit « aïe, aïe ». Genre, parler au cabinet du ministre, peut-être que c'est lourd dans le quotidien d'un artiste. Moi, je suis clown, là. Tu sais, en tout cas, ma coupe est pleine. J'aimerais ça juste faire des jokes. Mais à la place, je prends parole au micro avec vous pour démystifier tout ça. Fait que, tu sais, là, on a quand même couvert pas mal des questions qui sont sur le iPad devant moi. J'aimerais ça quand même t'entendre un peu, Sarah, sur la place du numérique dans une carrière de comédien, d'artiste. Ouais. Bon, émergent, tu as quand même fini l'école en 2011, mais est-ce que tu te qualifies encore d'artiste émergente? Non. Non? Okay. Non. Après ça, quand on est actrice comme moi, les aspirations sont diversifiées. C'est autant de jouer sur scène que de faire des tournages, que d'être créatrice, de générer des projets que j'ai fait en collectif. Puis après ça, j'ai plus envie de faire ma parole comme artiste personnelle. Fait que je peux dire, je suis comme une relève en termes de démarche personnelle.
Mais donc, le numérique, c'est un gros rapport aux réseaux sociaux. Je dirais qui est comme, encore une fois, quelque chose dans lequel j'ai pas étudié, mais je sais que ça a ça peut avoir un poids sur des si tu es choisi ou pas à certains niveaux pour des tournages, par exemple. Fait que ça amène une réflexion de... Je sais que ça prend du contenu numérique intéressant pour entrer dans la boucle de avoir un reach, comme tu disais en bon français. Et donc, je ne vais pas perdre mon fil de pensée, mais c'est que... donc, tu es comme dans le choix de est-ce que je mets toute cette énergie-là là-dedans en développant cet aspect-là numérique, ou bien je continue de faire ma vie d'artiste puis que je continue à entretenir mes liens avec les personnes avec qui j'ai travaillé puis tout ça. Donc, ça, c'est des grandes réflexions puis un impact sur ta présence numérique. Puis sinon, le numérique, c'est les tournages. Ça serait ça un peu, le numérique. Est-ce que tu entends par numérique, c'est ça? C'est la place... C'est l'avènement du numérique avec la COVID, mais c'était surtout la place que prend les réseaux sociaux, en fait, pour survivre comme artiste, en fait. Est-ce que c'est possible même de démarrer comme artiste? C'est juste que c'est vraiment une autre expression, un autre médium d'expression. Comme, par exemple, en pandémie, moi, je jouais sur un spectacle, La Vallée des Avalées, au TNM. Puis, il y a eu, ça a été tout un peu égratigné comme diffusion parce que, bon, les salles, on pouvait pas... on avait un nombre maximal, ça a été reporté, annulé, tout ça. Puis il y a eu une captation vidéo qui a été faite de ce spectacle-là. Mais tout à coup, c'est comme il y a une espèce de décalage. C'était beaucoup comme c'était un spectacle d'art vivant. Puis c'était particulier vraiment comme exercice. Puis c'est quelque chose qui... C'est pas le même médium, en fait. C'est que... donc, le transfert au numérique pour un spectacle qui est de l'art vivant, c'est pas ça pour moi. Donc, il n'y a pas un transfert numérique, c'est deux choses. Au niveau des réseaux sociaux, est-ce que c'est essentiel pour démarrer une carrière artistique, pour survivre dans ça? Peut-être, mais ça relève d'une équipe promotionnelle, disons. Exact. Moi, je serais vraiment heureuse. En fait, je serais vraiment heureuse en ce moment d'avoir, en tant qu'artiste indépendante, d'avoir une personne que j'engage qui m'aide à structurer au niveau de la production mes projets, avoir une personne qui est responsable de mes réseaux sociaux. Comme on avait dans la GMAQ, par exemple, on avait une équipe, ils étaient 2, puis c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait, mais bénévolement au final. Mais donc, d'être une entreprise, mais d'avoir une équipe, puis qu'on se revoit un mois, puis on fait comme, OK, la semaine prochaine, oui, comment ça va, les demandes d'audition, OK, comment ça va au niveau... OK, peut-être qu'on pourrait générer un peu plus de ça, parfait, je m'en occupe, super, parfait, moi, je me concentre sur d'avoir une équipe, mais artiste solo, c'est précaire, c'est comme... La réalité d'un artiste solo, c'est d'être une équipe en soi. Exactement. Je salue cette immense charge. En terminant, oui, parce que c'est un autre sujet, c'est la suite. Le prochain épisode, on parle des différents chapeaux des artistes. Oui. Mais j'aimerais ça savoir, en terminant, qu'est-ce que vous souhaitez à la culture en comme 30 secondes chacune? Moi, je souhaite que des personnes comme mon frère qui est en comptabilité comprennent mieux, là, il fait mon rapport de taxes, il comprend c'est quoi mes revenus, mais comprennent mieux c'est quoi le travail invisible que je fais. Puis je prends mon frère en exemple, mais c'est tous ces frères que nous avons, tous ces pères que nous avons, ces cousines, ces cousins qu'on puisse avoir des dialogues pour qu'ils comprennent c'est quoi le travail invisible qu'on fait, pour développer peut-être un intérêt, mais une sensibilité. Et donc, si on a besoin de s'exprimer en public, bien, qu'on soit soutenu par ces autres personnes qui forment la société avec nous. Un peu dans le même ordre d'idée, mais à une autre échelle, mais c'est de la suite de ça. Moi, ce que je souhaiterais, c'est collectivement que le gouvernement, que les gens du milieu de l'économique, que les gens du milieu de la santé, comme je disais tout à l'heure, décident, reconnaissent et agissent pour que la culture soit au cœur et reconnue comme telle, comme une des missions, quelque chose qu'on doit protéger, parce que je trouve qu'il y a un grand risque d'effritement et on va tous en payer le prix. Les artistes en premier, les organisations, mais surtout collectivement, les citoyens, on va en payer le prix si ça s'effrite trop. Bien, merci, mesdames, d'être venues brasser ces idées-là avec nous. Donc, Emmanuelle Hébert, qui est directrice générale de Culture Montréal, Sarah Laurando, qui est comédienne et DJ flip-phone et mobilisatrice aussi. Je lève ma belle gueule. Il ne restera pas toujours la culture, santé, il faut investir.
Et ça brasse. Ça a brassé, ça a débordé, ma bière, au quartier Belle-Gueule avec CISM à la prise de son. Merci. Au prochain épisode de Ça brasse par le phare. Ça brasse.